Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais le minimum que vous puissiez faire, c'est regarder cette émission, liker, partager et commenter. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, Larry Johnson. Larry est un ancien officier de la CIA et un ancien responsable de la lutte antiterroriste au département d'État. Larry, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Larry, welcome back to India and Global Left. Salut, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Nous n'avons pas du tout abordé ce sujet, donc c'est la première fois que nous parlons de Charlie Kirk. Vous avez écrit sur certains aspects, disons, de l'assassinat de Charlie Kirk. Si vous pouviez partager ce que vous avez écrit, j'aurais peut-être quelques questions à vous poser ensuite. Mais commençons par là. Je n'étais pas ce qu'on appellerait un adepte ou un fan de Charlie Kirk de son vivant. Il m'arrivait de regarder certaines de ses vidéos où il discutait avec des étudiants sur les campus. Il avait ce numéro, il s'approchait et disait « Allez, prouvez-moi que j'ai tort ». Mais il engageait vraiment la conversation avec les étudiants. Il y avait un échange, un débat. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que je ne l'ai jamais vu être méchant, haineux, rabaissant ou insultant envers les gens. Il était en réalité ouvert et prêt à discuter. Et dès que j'ai vu la vidéo juste après qu'il ait été abattu, j'ai su qu'il était mort à ce moment-là. On ne survit pas à une balle dans la gorge, à une telle perte de sang. Mais j'ai été choqué par la méchanceté et la haine des propos tenus à son égard. Vous savez, ce n'était pas ce que j'appellerais un idéologue rigide. He was not what I would call a rigid ideologue. A rigid ideologue is somebody who never changes, who is always... Un idéologue rigide est quelqu'un qui ne change jamais, qui est toujours, vous savez, strictement noir ou blanc. Il n'y a aucune nuance de gris. Et pourtant, même si certains considèrent Charlie comme complètement compromis par le lobby sioniste, qu'il a été financé à ses débuts par plusieurs milliardaires juifs pro-sionistes, qu'il a été accusé, à tort, selon moi, d'être simplement pro-Israël par réflexe, qu'il n'y a rien de mauvais dans ce que fait Israël, que tout est bien. Il existe aujourd'hui des preuves, basées à la fois sur les témoignages de Candace Owens, Tucker Carlson et Dave Smith, qui a acquis une certaine notoriété lorsque Charlie l'a invité à la conférence Turning Point USA en juillet de cette année, et qu'il a débattu avec cet ardent sioniste, Josh Hammer. And he debated this ardent Zionist, Josh Hammer. And what was interesting is... Et ce qui était intéressant, c'est que dans ce public de Turning Point USA, la majorité, je dirais probablement les 2/3, soutenait fortement la position de Dave Smith, l'applaudissant. Il y avait donc des signes que Charlie commençait à prendre ses distances avec l'emprise sioniste, et on le menaçait en lui disant qu'il avait intérêt à rentrer dans le rang, sinon ils allaient lui couper les financements. Avec tout cela en toile de fond, il faut se demander, pourquoi a-t-il été tué? Encore une fois, ce n'était pas quelqu'un qui prônait, vous savez, rassemblons tous les gays et homosexuels et mettons-les en permanence. Ce n'était pas ce genre de personne. Il n'a même pas tenu ce genre de propos à propos des personnes transgenres. Il avait simplement un message affirmatif. Il croyait que Dieu avait créé l'homme et la femme et que ce sont les deux seuls sexes. Tout le reste, selon lui, était une invention et de la folie. Mais il n'a pas attaqué physiquement ces personnes, ni appelé ses partisans à le faire. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est le nombre de théories alternatives qui circulent sur Internet. Non seulement sur l'identité de son assassin, mais aussi sur la manière dont il a été tué. C'est pourquoi j'ai publié un article sur Sonar 21, où l'on peut voir la véritable vidéo que j'ai ralentie image par image. Car ce que l'on voit dans la vidéo, au début, avant que la balle, au moment où la balle le frappe, même si on ne voit pas l'impact, on voit sa chemise se soulever.
striking him, but you can't see the strike. You see his shirt lift up, and then again, it's just it's a quick movement. Et puis, like encore une this at fois, normal speed. c'est juste un mouvement rapide comme ça, à vitesse normale. Shockwave from the bullet. Mais cela montre que l'onde de choc provoquée par la balle l'ayant touché a fait remonter puis redescendre la chemise. Mais maintenant, certains affirment « Oh non, il a été touché par derrière ». Eh bien, vous savez, le mouvement de la tête est tel que si je vous frappe dans la nuque par derrière, votre tête va partir en arrière. De même, si je vous frappe à la gorge de face, votre tête va aller vers l'avant. Si je vous frappe à la tête, mais pas à la nuque, de face ou de dos, ça fera bouger la tête. Donc il faut regarder ces mouvements. Il n'y a donc aucun moyen qu'il ait été touché par derrière. Pourtant, quelqu'un diffuse cette version, et il le fait de manière très convaincante. Les gens se disent, oui, ça a du sens. Ou alors, ce qui est vraiment fou, c'est qu'ils prétendent qu'il y avait un type sur le côté qui avait un pistolet de paume, une arme cachée dans sa main qu'il aurait pu utiliser. Eh bien, premièrement, nous avons le son. Il provient de l'enregistrement du coup de fusil. Il n'existe aucun pistolet au monde qui tienne dans la paume de la main et qui produise un bruit équivalent à ce que nous avons entendu sur les vidéos et les bandes audio de cet incident. Premièrement. Deuxièmement, le type était sur le côté. S'il lui avait tiré dessus sur le côté, on aurait vu sa tête partir dans cette direction, pas dans l'autre. Pourtant, cette théorie prend de l'ampleur. Il faut donc prendre du recul et se demander qui pousse cette idée, qui alimente ce récit. Personnellement, je crois que ce gamin, Tyler Robinson, qui a été arrêté et inculpé pour la fusillade, je ne pense pas qu'il ait agi seul. Par là, je veux dire que je pense qu'il a eu soit des encouragements, soit du soutien pour commettre cet acte. Quant à l'origine de ce soutien, j'ai une liste de suspects, mais je n'ai de preuves contre aucun d'eux. L'un des points soulevés au début, j'avais supposé qu'il avait démonté le fusil, l'avait mis dans son sac à dos, puis l'avait remonté. Je me suis trompé pour plusieurs raisons. Premièrement, il existe une vidéo où on le voit boiter, donc il a le fusil le long de la jambe, dans son pantalon. Et avec le fusil dans le pantalon, il peut encore marcher et monter les escaliers sans avoir à exposer l'arme. Deuxièmement, si vous démontez le fusil, vous risquez de dérégler la lunette de visée. Donc, lorsque vous avez une lunette de visée et que vous regardez à travers, vous devez effectuer des réglages pour que, lorsque vous alignez le réticule, les croisillons, et que vous appuyez sur la détente pour tirer une balle, celle-ci atteigne la cible visée. Sur cette lunette, vous pouvez ajuster la vision pour l'élever ou la baisser, ou la déplacer de droite à gauche. Une fois que la lunette est réglée, il ne faut pas l'enlever, sinon il faudra la régler à nouveau. Donc il est clair que cette arme à feu était bien réglée, et vous savez, ce n'est pas un tir impossible à 200 mètres si vous avez une bonne lunette. Donc vous savez, nous ne connaissons pas encore toutes les conséquences de cela. Je sais que Candace Owens, qui est une vieille amie de Charlie et qui a aidé à fonder Turning Point USA, a constaté de nombreuses irrégularités qui laissent penser à une possible implication de sionistes cherchant à voir Charlie Kirk assassiné. Il y a aussi d'autres éléments, ou appelons-les des preuves circonstancielles, qui relient l'oncle de ce Tyler Robinson au bataillon Azov en Ukraine. Et l'Ukraine avait inscrit Charlie Kirk sur une liste de personnes à abattre. Donc d'un côté, les Ukrainiens veulent sa mort, de l'autre, les sionistes l'accusent immédiatement d'antisémitisme. Et en plus, la communauté transgenre est vent debout contre lui. Il y a donc plusieurs suspects. Nous devons suivre les preuves pour découvrir qui a fait quoi. Il y a plus ou moins trois choses. La première, c'est qui a tué
ce qui a conduit à son assassinat. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de théories et de spéculations allant d'Israël à l'Ukraine, en passant par, vous savez, la soi-disant gauche, ou peut-être quelqu'un de la communauté trans, ou quelqu'un qui s'identifie à ces luttes. N'allons pas là, car cela relève beaucoup de la spéculation. La deuxième chose, bien sûr, c'est la politique de Charlie Kirk elle-même. Et je ne pense pas que sa politique était très inoffensive. Je veux dire, j'ai pas non plus été un de ses partisans, mais je l'ai vu dire des choses sur les immigrés, par exemple. Il a appelé à la déportation de 10 millions de personnes, des immigrés, dans un appel à une guerre civile littérale, ou disons une guerre civile virtuelle, des choses qui sont totalement et très dangereuses. J'ai vu une autre de ses interventions en Corée du Sud, où il a demandé le soutien et le sacrifice des Sud-Coréens face à l'inévitable agression américaine et à une possible guerre contre la Chine, en se référant à l'histoire, qu'il interprète complètement de travers concernant le sacrifice de la Corée du Sud pour se protéger contre l'agression chinoise. Et on pourrait continuer ainsi. Même ces discussions sur la communauté trans. Bien sûr, cela amène à parler de la mauvaise qualité de l'éducation américaine en général, car les personnes avec qui il débattait n'arrivaient souvent pas à défendre leurs arguments de manière raisonnable. Et cela reflète l'état généralement médiocre de l'éducation aux États-Unis, ou disons de l'éducation générale à travers le monde. Néanmoins, je pense aussi que nous ne devrions pas édulcorer sa politique. Mais je crois que discuter de sa politique nous amènerait à aborder chaque question point par point. Ce que je souhaite aborder et commenter ce que j'ai dit si vous le souhaitez. Mais ce que je voulais approfondir, c'est l'implication de l'assassinat. Et c'est quelque chose qui inquiète vraiment beaucoup de gens. Donald Trump a appelé à purger la gauche radicale de la politique américaine. Je crois que c'est aujourd'hui qu'il a interdit Antifa, qualifiant Antifa de groupe terroriste organisé. Je veux dire, encore une fois, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec certaines des méthodes d'Antifa. Chris Hedges, quelqu'un de la gauche, par exemple, n'est pas d'accord avec Antifa et certaines de leurs méthodes pendant Occupy Wall Street. Mais il dit qu'ils ne sont pas des terroristes. Je veux dire, oui, ils se livrent parfois à des délits mineurs. Vous savez, des attaques contre des biens, etc. Mais vous êtes un expert dans l'étude du terrorisme. Dites-moi si vous pensez qu'ils sont des terroristes. Mais dans l'ensemble, les gens ont très peur de ce à quoi cela pourrait mener, la dissidence au sein de la politique américaine. Alors, quelles sont vos réflexions ou préoccupations concernant la purge de l'administration? Et ensuite, j'aurai peut-être une autre question de suivi. Bien, permettez-moi d'abord de faire un commentaire sur la politique de Charlie Kirk. Il était fermement opposé aux relations homosexuelles. Cependant, il existe une vidéo, je l'ai vue. En fait, j'en ai fait une copie parce qu'elle était remarquable. Lors d'un des événements de Turning Point, USA, un membre du public, l'un de ses partisans, parlait de prendre des mesures contre les homosexuels. Et Charlie a dit « Oh, 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 attendez une seconde ». En gros, il a expliqué qu'il était contre le fait que le gouvernement promeuve l'homosexualité comme un mode de vie positif et quelque chose que tout le monde devrait adopter. Mais il a aussi dit qu'il respectait le droit des gens à faire des choix dans leur vie privée et que cela devait être respecté. Il a ensuite défendu certains homosexuels républicains de premier plan. Et il les a nommés, comme par exemple un certain Guy Benson. Il est indéniable qu'Antifa est une organisation montée de toutes pièces. Elle a été créée artificiellement. Elle est financée par diverses personnes et institutions extérieures qui cherchent à transformer fondamentalement les États-Unis. Et leurs actions, vous savez, ce n'est pas un groupe qui manifeste pour plus de liberté. Ce n'est pas un groupe qui proteste de manière non violente. Ils ne sont certainement pas non violents. Ils sont violents
et ont prôné la violence. Je suis franchement surpris que ce ne soit que maintenant que Donald Trump ait ordonné au ministère de la Justice de s'attaquer à leurs bailleurs de fonds pour découvrir qui les finance. Nous avons vu la même chose avec ActBlue, sur lequel j'ai mené quelques investigations. Il existe donc tout un réseau autour de cela. Une partie de ce financement provient de la fondation Soros et de George Soros. Donc je n'ai aucun problème à ce qu'on enquête sur eux à ce sujet. Si l'on revient sur les manifestations d'Antifa, elles ont été violentes. Ils ont incendié des biens publics, détruit des biens publics et même attaqué des personnes. Ils ont donc eu recours à la violence contre des civils. C'est du terrorisme. Il ne s'agit pas simplement d'individus qui manifestent. C'est un effort organisé. J'irais même jusqu'à dire que c'est une conspiration. Maintenant, le problème que j'ai avec ce que fait l'administration Trump, c'est de déclarer, en utilisant ce concept de discours de haine, que si vous dites quoi que ce soit pour condamner Israël ou l'activité sioniste, vous êtes coupable de discours de haine. Je crois fermement en la liberté d'expression, y compris la liberté pour les gens de dire des choses critiques, voire méchantes ou malveillantes, à propos de Charlie Kirk. Cela dit, cela ne signifie pas qu'ils ont une garantie d'emploi à vie. Vous savez, si vous occupez un poste particulier, surtout s'il est financé par des fonds publics, cela ne veut pas dire que vous êtes protégé pour dire tout ce que vous voulez sans en subir les conséquences. Donc, je m'inquiète que cela, et peut-être qu'Antifa a été créé précisément dans ce but, provoquer une réaction du gouvernement américain contre lui afin de créer davantage de troubles aux États-Unis. Parce que si vous retournez dans ces communautés où Antifa a été particulièrement actif, la qualité de vie dans ces villes s'est détériorée, elle ne s'est pas améliorée. Les espaces publics ne sont pas propres ni bien entretenus. Il y a beaucoup de toxicomanes qui traînent. Donc ce mouvement Antifa, qui se dit soi-disant antifasciste, utilise en réalité les mêmes techniques fascistes qui étaient la marque de fabrique de Benito Mussolini et d'Adolf Hitler avec leur mouvement. Antifa agit beaucoup comme les chemises brunes d'Hitler en 1930, 31, 32, lorsqu'elles étaient utilisées pour attaquer d'autres groupes, en particulier les communistes. Donc vous savez, à mon avis, ce n'est pas simplement un groupe inoffensif. Et vous affirmez très catégoriquement que vous les définiriez comme des groupes terroristes. Je pose cette question parce que beaucoup de gens font une distinction entre des individus au sein d'une organisation qui ont parfois recours à des méthodes terroristes et le fait de qualifier l'organisation elle-même de groupe terroriste. On pourrait distinguer qu'une organisation peut avoir des objectifs plus larges, par exemple dans le contexte d'un mouvement de libération nationale. Leur objectif pourrait être de libérer leur nation, mais il leur arrive parfois d'utiliser des méthodes terroristes. Dans le cas d'Antifa, bien sûr, il ne s'agit pas de libération nationale, mais ils pourraient dire qu'ils ont d'autres objectifs, comme la justice sociale, etc. Et certains d'entre eux pourraient se livrer à des activités terroristes. Néanmoins, ce n'est pas l'objectif déclaré de l'organisation. Mais vous ne feriez pas cette distinction? Non. Non, je ne la ferai pas. Par exemple, je ne considère pas le Hamas ou le Hezbollah comme des organisations terroristes. Je les considère en fait comme des mouvements légitimes de libération nationale. Les États-Unis aiment les qualifier de terroristes, mais ils ont, en particulier le Hezbollah. Le Hezbollah n'a généralement pas dirigé ses attaques contre des cibles civiles, mais contre des cibles militaires. Donc vous voyez, ce n'est pas du terrorisme. Ce que l'on voit avec Antifa, c'est un mouvement anarchique. Que défend-il? Il est contre le fascisme. D'accord, mais que propose-t-il? Quelle est sa vision? Quel type de société essaie-t-il de construire?
Et c'est là qu'on en arrive à cet agenda globaliste qui sous-tend beaucoup de leurs discours, lequel, en fait, selon moi, est très cohérent avec le fascisme. Ils sont exactement ce qu'ils prétendent combattre. Ils s'opposent à ce lien entre les entreprises et le gouvernement. Et pourtant, ils sont financés et soutenus par des individus très riches qui ont exploité les gens et fait fortune grâce à ce système, afin de créer une organisation qui prétend lutter contre le fascisme. Donc, à mon avis, c'est tout simplement rempli d'ironie. Encore une question, pour finir. J'imagine que beaucoup de gens observent les prochaines étapes de l'administration américaine dans le contexte plus large de la manière dont elle a été partisane, notamment en ciblant la dissidence. Donc toi et moi, nous n'aimons peut-être pas le New York Times ou le Washington Post, mais c'est très différent lorsque Donald Trump poursuit en justice le New York Times et le Washington Post parce qu'il publie quelque chose qui ne lui plaît pas. C'est très différent, car lorsque le président américain s'en prend à une presse qu'il considère comme dissidente, cela étouffe vraiment la dissidence et la démocratie, selon moi. Et cela a suscité beaucoup d'inquiétudes parmi les commentateurs politiques, les journalistes, etc., aux États-Unis. Êtes-vous inquiet de ce type de ciblage partisan et sélectif, même envers des personnes très fortunées? Je veux dire, vous avez mentionné Soros, mais il n'a pas une compréhension globale de ce que fait une entreprise ou de la façon dont les structures de pouvoir sont enracinées dans la politique américaine, etc. Il choisit simplement quelqu'un qu'il n'aime pas, et si cette personne commence à le flatter, il l'appellerait son ami. Êtes-vous préoccupé par la direction générale que prend l'administration américaine en utilisant cet assassinat, cet incident très tragique et horrible, pour réprimer la dissidence? Pas du tout. Je pense que les médias devraient être démolis, je veux dire le Washington Post, le New York Times, CBS, ABC, NBC. Ils ne sont rien d'autre que des relais de la propagande gouvernementale ou des diffuseurs de narratifs. Je vais vous donner un exemple concret. Que voulez-vous dire par faire exploser? Je veux dire littéralement les détruire, les ruiner, les faire disparaître des ondes. Mais que se passera-t-il s'ils s'en prennent à nous? Ils s'en prennent déjà à toi. Ne me dis pas le contraire. Tu as suivi ce qui se passe. Laisse-moi te donner un exemple. Cite-moi une seule personne qui dénonce le génocide à Gaza et qui est autorisée à s'exprimer sur l'une des chaînes américaines. Tu peux m'en nommer une seule. Que voulez-vous dire? Vous parlez de la presse grand public. C'est ça. D'accord. Nommez-moi une seule personne qui proteste contre le génocide d'Israël à Gaza. L'avez-vous vu sur Fox News? L'avez-vous vu sur CNN? L'avez-vous vu sur MSNBC? L'avez-vous vu sur ABC, CBS, NBC? L'avez-vous vu cité dans le Washington Post, le New York Times, le Los Angeles Times, le Chicago Tribune? Non. En fait, la plupart du temps, si vous êtes l'un des porte-paroles ou quelqu'un considéré comme une voix majeure dénonçant le génocide à Gaza, on vous traite d'antisémite. Et cette étiquette vous est collée par la presse. C'est la même chose avec la guerre en Ukraine. Il n'y a plus aucune voix à l'antenne autorisée à exposer les arguments sur ce que fait la Russie, pourquoi elle le fait et pourquoi elle a été provoquée. Le seul qui a réellement eu une certaine présence à l'antenne, c'était Doug McGregor, et c'était il y a 2 ans, quand Tucker Carlson était encore sur Fox News. Voici mon point de vue. Les médias sont tellement corrompus, tellement biaisés, qu'ils veulent maintenant se faire passer pour des victimes. Je me fiche de ce que Donald Trump leur fait. Ce qui m'intéresserait, c'est ce que Donald Trump pourrait faire pour tenter de supprimer les commentaires ouverts comme ceux que nous avons sur Internet.
Ça, je pense que c'est important. Ça a encore de la valeur. Je suis devenu un expert invité à la télévision sur les questions de terrorisme en août 1984. Tout a commencé avec la capture de Carlos le Chacal. Après cela, j'ai fait CNN, j'ai fait MSNBC, j'ai été analyste pour Fox News pendant 1 an. J'ai participé à toutes les grandes émissions télévisées. J'ai été invité à Nightline sur ABC avec Ted Koppel, probablement 12 à 14 fois sur une période de 5 ans. J'ai participé à 60 minutes sur CBS. J'ai été invité au Today Show sur NBC. J'étais l'analyste du terrorisme pour NBC. Donc j'ai été présent dans tous les médias. On me citait autrefois. J'avais l'habitude de pouvoir m'exprimer. Puis en 2008, j'ai commis le péché impardonnable. J'ai pris la parole contre Barack Obama et ses liens avec des terroristes domestiques, en particulier Bill Ayers. Du jour au lendemain, je n'étais plus la bienvenue sur aucune plateforme médiatique parce que j'avais attaqué le chouchou. Maintenant, regardez la liste des personnes autorisées à passer à la télévision pour parler de la guerre en Ukraine ou de la guerre contre les Palestiniens. Est-ce que Jeffrey Sachs est autorisé à l'antenne? Non. Doug McGregor est-il autorisé à l'antenne? Non. Ray McGovern? Non. Scott Ritter? Non. Si on continue la liste, Danny Davis? Non. Ce dont je parle, c'est que Trump attaque les médias pour leur partialité. Eh bien, ils le sont, et ils sont partiaux dans une seule direction. Je vous entends, Larry. Je pense que c'est là que réside notre désaccord, où nous verrons si c'en est vraiment un. Non, aucun désaccord n'est permis. D'accord, vas-y. Oui, je pense que notre point de vue sur les médias traditionnels est exactement le même. Et en fait, mon opinion est peut-être encore plus critique, étant donné que je considère aussi les médias traditionnels comme faisant partie de grandes entreprises, dont l'analyse, bien sûr, nous contestons. Donc, si nous envisageons une refonte complète des médias traditionnels, cela doit s'accompagner d'une restructuration plus large de l'économie politique dans son ensemble. Nous envisageons donc de revoir le financement. Nous réfléchissons à la manière dont vous savez. Et puis il y a bien sûr l'aspect politique, auquel nous nous opposons également, comme le fait de vous bannir s'ils n'aiment pas votre opinion. Et cela peut concerner tout le spectre politique, de la gauche à la droite. Et cela est très préjudiciable à une société libre, ouverte et dialogique. Mais là-dessus, nous sommes d'accord. Je pense que cela étant dit, ce qui m'inquiète, c'est lorsque l'on utilise les leviers de l'État, non pas pour élaborer une politique, un système alternatif de transfert et de financement, par exemple, mais que l'on utilise des poursuites en diffamation, des lois antiterroristes, tout un éventail d'activités coercitives pour cibler de manière sélective et partisane, parfois des journalistes individuels, parfois des plateformes individuelles, que vous et moi n'apprécions peut-être pas. Mais la raison pour laquelle cela m'inquiète est double. Oui, Jeffrey Sachs n'est peut-être pas sur CNN. Jeffrey Sachs n'est peut-être pas dans le Washington Post. Mais Jeffrey Sachs évolue bien dans l'espace américain. Et nous ne prenons pas à la légère l'espace des médias alternatifs, que toi et moi partageons. Nous sommes actifs dans ce domaine. Et il y a une crainte latente qu'ils puissent aussi sévir contre nous, sous prétexte de choses qui ne leur plaisent pas. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, j'ajouterai avant de te laisser répondre, que je ne pense pas que ce genre de ciblage changerait l'espace dont nous parlons. Cela ne rendrait pas les médias plus libres. Cela ne ferait pas basculer le biais politique en faveur d'une plus grande ouverture. Ce que cela ferait, c'est créer un espace très partisan et divisé, où à chaque fois qu'une faction ou une autre de l'élite dirigeante prend le pouvoir, elle s'en prend à l'autre. Et c'est cela qui m'inquiète. Eh bien, écoutez, nous avons déjà vécu la suppression des opinions qui a eu lieu sous... En fait, cela a commencé sous la première administration Trump, mais c'est vraiment devenu intense sous Biden.
Donc toute personne qui remettait en question, par exemple, le Covid et posait des questions, était immédiatement attaquée et déréférencée. Ma propre chaîne a été bannie de YouTube pour soi-disant discours de haine. Quel discours de haine? Ils n'ont jamais dit « Voici ce que vous avez dit ». Parce que généralement, dans le type de société que vous imaginez, si je vous accuse de discours de haine, alors je dois dire « D'accord, Jyotishman, voici ce que tu as dit à telle date ». Jyotish, here's what you said on this date. And then you'd have the chance to say, look, I didn't. Et alors vous auriez la possibilité de dire, écoutez, c'était pas mon intention, ou je me suis mal exprimé, ou je suis désolé, ou je présente mes excuses. Vous auriez une certaine marge, ou bien dire, oui, je l'ai vraiment dit, je le pensais, et je me fiche de ce que vous en pensez. Voilà, c'est ça l'idée. Vous avez raison de souligner que je ne cherche pas à ce que le gouvernement intervienne davantage dans les conversations publiques et le débat public. Je veux qu'il veille réellement à ce que les gens puissent s'exprimer sans craindre de sanctions ou de représailles de la part du gouvernement. Mais c'est justement la question, car les gens ont désormais peur à ce sujet. Eh bien, mais prenons, vous savez, le dernier exemple qui a mis certaines personnes en colère, c'est Jimmy Kimmel. Vous savez, Kimmel est passé à l'antenne et a dit que le tireur était un partisan de MAGA. C'est un mensonge. C'est absolument faux. Maintenant, le gouvernement ne devrait pas le poursuivre parce qu'il a la liberté d'expression. Mais le gouvernement peut certainement dire à ABC, si vous laissez ce genre de fausses informations être diffusées à l'antenne, vous allez en payer le prix. C'est là que l'on fait la différence entre le public et le privé. Oui, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il devrait y avoir des mécanismes pour filtrer ce qui est un mensonge flagrant, ce qui est de la diffamation, etc., et ce qui est une information réelle. Et je pense personnellement que ces discussions devraient nous pousser ou nous orienter vers la création de mécanismes plus impartiaux et indépendants qui pourraient assumer ces tâches, plutôt que de laisser des personnes très partisanes au sein de l'exécutif s'en occuper de manière très désordonnée et sélective. Parce que je ne pense pas, Larry, personnellement, que quelqu'un comme Donald Trump viendrait te soutenir si tu étais accusé de discours de haine. Oh, le ciel aussi, oui. Donc ça va. Très bien. Alors, eh bien, permettez-moi simplement de préciser ce dont vous parlez vraiment ici, et ce qui a provoqué cela, appelons-le la suppression de la liberté d'expression, ainsi que l'introduction de pressions politiques, c'est la propriété des médias par les grandes entreprises, la concentration de la propriété médiatique entre les mains des sociétés. Je suis libre, vous savez. Je ne dépends pas de quelqu'un qui me paie et qui pourrait venir me dire « Soit tu changes ce que tu dis, soit tu perds ton emploi. » Je ne suis pas rémunéré pour faire cela, donc je suis libre à cet égard. Il y a certains podcasteurs qui, clairement, et c'est l'une des choses qui se passait avec Charlie Kirk, this is one of the things like that was happening with Charlie Kirk. Charlie Kirk received an enormous amount of money. Charlie Kirk a reçu une somme d'argent considérable de la part de la communauté sioniste. Et en contrepartie de cet argent, on s'attendait à ce qu'il suive la ligne et adopte un discours entièrement pro-sioniste. Ce qui s'est passé, nous le savons maintenant depuis juillet, c'est que Charlie Kirk a été attaqué par ses donateurs parce qu'il était perçu comme s'écartant de ce message en invitant Megyn Kelly, Tucker Carlson et Dave Smith à prendre la parole lors de la conférence TPUSA. Mais il a également constaté que les messages de ces trois intervenants trouvaient un écho auprès des jeunes, je les appelle des jeunes, les personnes dans la vingtaine qui assistaient à l'événement. Il a donc compris où se situait le sentiment politique de son organisation et il a commencé à essayer d'y répondre. Nous savons maintenant, grâce à Candace Owens, qui a parlé à des personnes présentes à cette réunion avec Bill Ackman et le fondateur du Babylon Bee, qu'ils ont menacé Charlie
de le ruiner financièrement et de mettre fin au soutien financier à Turning Point USA s'il n'adoptait pas une ligne pro-sioniste. Du genre, lécher les bottes de Bibi Netanyahou. Et il n'était pas prêt à le faire, ce qui a amené certains comme Candace à se demander « Est-ce que cela a joué un rôle dans sa mort ?» Je comprends pourquoi elle pourrait le penser. Mais encore une fois, cette dépendance à l'argent, où ils peuvent dicter ce que vous allez dire, au lieu que vous puissiez dire « Écoutez, voilà ce que je pense vraiment ». Donc vous avez raison de vous inquiéter, parce que nous avons déjà eu le gouvernement sous Joe Biden, qui est allé voir Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux, pour leur demander de supprimer les voix de certaines personnes à cause de ce qu'elles disaient, même si c'était vrai. Donc oui, je ne pense pas que le gouvernement devrait se mêler de décider qui peut dire quoi. Sauf, vous savez, c'est différent quand il s'agit d'un réseau public comme ABC et que quelqu'un comme Jimmy Kimmel sort et dit quelque chose qui est complètement c'est un mensonge complet, ce n'est pas exact. Il y a l'acte d'accusation disponible. Il y a ce que l'individu disait dans ses propres messages, n'est-ce pas? Rien n'indique qu'il était un partisan de Trump. Cependant, s'il avait été un partisan de Trump, oui, il faudrait le dire si c'est vrai. Mais aller dans les médias, utiliser cette plateforme publique comme il l'a fait, juste pour mentir ouvertement, parce qu'il ne s'agissait pas d'humour. C'était vraiment plus une question de salir les partisans de Trump. Maintenant, une partie de ce que Jimmy Kimmel a fait, je trouvais ça acceptable en ce qui concerne le fait de se moquer de Donald Trump. Comme lorsqu'il a montré l'extrait où Trump était interrogé sur sa réaction émotionnelle à la mort de Charlie Kirk. Et il a répondu « Oh, on s'en sort bien. Eh, regardez ce grand bâtiment qu'on construit là-bas. » C'est comme s'il n'y avait aucune profondeur de sentiment humain ou quoi que ce soit qui en ressortait. Et tout ça, oui, on peut s'en moquer. C'est tout à fait permis. On peut s'attaquer à ça. Mais il ne faut pas mentir sur des faits en déformant complètement la réalité de l'appel. Vous savez, vous accusez un groupe alors qu'il est évident que ce n'est pas ce groupe-là. Je pense que ce que je retiens de cette conversation se résume essentiellement à 3 points liés à la liberté d'expression. Le premier, c'est quelque chose dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais qui ressort de ce que vous avez dit, une sorte d'intolérance générale envers des choses qui ne correspondent pas exactement à votre façon de voir les choses. Vous savez, il se peut que vous n'aimiez pas la façon dont quelqu'un utilise un certain pronom, et vous devenez alors intolérant, vous ne le supportez pas, et cela crée une sorte de culture de l'annulation très agressive. Voilà donc un premier ensemble de problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ensuite, pour le deuxième et le troisième point, je pense que vous en avez donné une analyse beaucoup plus approfondie, qui concerne d'une part les entreprises et d'autre part ce que j'appellerais le gouvernement, que j'essaye d'intégrer ici pour complexifier la discussion. Oui, pour être honnête, je ne m'inquiète pas pour les grandes entreprises. Je ne m'inquiète pas de la capacité du New York Times, du Washington Post ou d'ABC à se défendre contre une plainte en diffamation. Je veux dire, oui, je pense que Donald Trump est partisan, et c'est de là qu'il vient. Mais il y a effectivement des choses qui sont des mensonges purs et simples. Et nous devons reconnaître que oui, c'est un mensonge de dire que Tyler Robinson est un partisan de MAGA. Mais c'est aussi un mensonge lorsque beaucoup de gens, des secrétaires jusqu'aux grands think tanks comme American Compass, la Heritage Foundation, etc., ont également menti en disant que c'est un extrémiste de gauche. Nous n'avons aucune preuve dans un sens comme dans l'autre. Mais nous n'avons pas vu l'État sévir contre un ensemble de mensonges, alors que vous pourriez avoir raison, factuellement, de sévir contre l'autre ensemble de mensonges. C'est donc de cette partielle que je parle.
Dans tout cela, je pense qu'à une époque où nous vivons sous l'influence d'Internet, où les grandes entreprises dominent ces plateformes, si nous ne militons pas pour des mécanismes plus équitables, alors je m'inquiète davantage pour ces petites plateformes. 200 000, 300 000 abonnés, des auteurs d'opinion indépendants sur Substack comme vous, qui n'ont peut-être pas l'influence de CNN ou de Fox News. Mais collectivement, si l'on additionne l'ensemble de ces petites plateformes, je pense vraiment qu'elles sont en train de changer l'opinion publique et de restructurer notre monde pour le mieux. Et je ne vois pas en quoi ce genre de réaction arbitraire et réactionnaire, qu'il s'agisse de Joe Biden ou de Donald Trump, que je considère comme appartenant aux mêmes factions des élites dirigeantes. En quoi ces mécanismes arbitraires, au nom de la protection de la liberté d'expression, au nom de la défense des faits, servent notre cause? Oui, non, écoutez, les mensonges racontés par le gouvernement, et vous savez, en particulier, on l'a vu sous l'administration de Donald Trump, ce mensonge sur la destruction de bateaux de drogue venant du Venezuela qui étaient soi-disant en route vers les États-Unis. Ce n'est tout simplement pas vrai. Il était physiquement impossible pour les 2 bateaux que l'on a vus exploser sur les images d'atteindre les États-Unis, premièrement. Et pourtant, c'est l'histoire qui est racontée, et les médias la répètent. Et puis, heureusement, au moins sur Internet, il existe certaines plateformes où la vérité peut circuler et dire non, c'est pas vrai. Et la raison pour laquelle ce n'est pas vrai, c'est que par exemple, le premier bateau qu'ils ont fait exploser avait 4 moteurs hors bord. La capacité totale en carburant de ces moteurs est d'environ 830 litres. Le bateau lui-même peut parcourir environ 370 à 385 km avec ce carburant. Or, la distance entre le Venezuela et, disons, Key West en Floride, le point le plus au sud des États-Unis, du moins du côté atlantique, est d'environ 2100 km. Donc faites le calcul, il vous faudrait environ 5 fois plus de carburant que ce que vous transportez actuellement à bord. Si vous mettez cela dans des jerrycans de 20 litres, il vous en faudrait environ 300-340, je crois, d'après mes calculs. Cela remplirait tout le bateau. Il n'y aurait plus de place pour la drogue. Et que fait-on du reste? Donc je veux dire des choses aussi simples que ça. On nous ment à ce sujet. On nous ment à propos de la guerre en Ukraine. On a vu Keith Kellogg l'autre jour. Il a dit « Hey, la Russie est en train de perdre. L'Ukraine est en train de gagner. » Et c'est tout ce que j'ai dit à Donald Trump. Donc au moins cela explique pourquoi Trump est si mal informé. Ou on nous ment à propos de l'attaque du Hamas le 7 octobre, l'attaque la plus dévastatrice de l'histoire du monde depuis l'Holocauste. Vous plaisantez? Mais ils le disent, et c'est répété par des adultes. Donc oui, résister à ces mensonges et faire confiance au gouvernement. Je ne suis pas du genre à faire confiance au gouvernement ou à écouter ce qu'ils disent. C'est pourquoi je pense qu'il faut toujours les remettre en question. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a eu une attaque constante et plus fréquente contre les soi-disant conservateurs de droite que contre les soi-disant libéraux de gauche au fil des années, en particulier au cours des 10 dernières années. Et regardez, j'ai été accusé d'être les deux. J'ai été attaqué par les républicains comme étant un illuminé conservateur de gauche, simplement parce que j'ai eu l'audace de protester contre la stigmatisation de Valerie Plame et les attaques contre elle et son mari pour s'être opposés à la guerre en Irak. Et puis j'ai été attaqué par la gauche pour mes critiques envers Barack Obama. Donc vous savez, j'ai appris à avoir la peau dure. Je pense cependant que le principe plus large dont vous parlez est le plus important. Le gouvernement ne devrait pas interférer dans l'exercice de la liberté d'expression, même s'il n'aime pas ce qui est dit.
Il existe d'autres moyens d'agir. Il faut protéger les gens, même lorsqu'ils ont tort. Mais ça ne veut pas dire, comme dans le cas de Jimmy Kimmel, qu'il a un droit inaliénable, donné par Dieu, d'animer une émission qui est sous licence du gouvernement. Oui, c'est une conversation très intéressante entre toi et moi. Je veux dire, l'ironie, c'est que je ne suis peut-être pas, en principe, si opposé à l'intervention de l'État. En fait, dans tout un éventail d'activités économiques, mes opinions pourraient en réalité s'aligner sur les tiennes. Et je pense effectivement qu'il n'y a pas de principe fondamental qui empêcherait, tant qu'on peut démontrer que cela fonctionne dans le domaine économique, l'intervention de l'État. Et c'est ce que nous pensons à gauche, contrairement à la droite, qui estime qu'il existe un principe sacré et inviolable concernant la propriété privée. En principe, je ne suis peut-être pas opposé à l'intervention du gouvernement, mais ce dont je parle vraiment, c'est de s'éloigner des actions arbitraires, en particulier en ce qui concerne la liberté d'expression, mais aussi dans l'ensemble des institutions gouvernementales. Toi et moi, nous n'apprécions guère beaucoup de ces institutions, étant donné qu'elles font partie d'un gouvernement dont nous convenons tous les deux qu'il ne fonctionne pas pour l'ensemble de la population. Mais le remède ne doit pas être si anarchique qu'il en devient totalement improductif. C'est le même type d'inquiétude que j'ai lorsque l'exécutif attaque la Fed. D'un côté, nous venons d'avoir toute une discussion sur le fonctionnement de la Réserve fédérale. Cela fonctionne toujours pour les entreprises et les milliardaires. Les opérations sur les marchés ouverts, les opérations de bilan, la façon dont ils restructurent le crédit, ils ne pensent pas à votre éducation, ils ne pensent pas à votre prêt immobilier, ils pensent à la rentabilité des entreprises, etc. Donc, si vous voulez que je fasse une conférence sur la Réserve fédérale, je pourrais passer 3 heures à expliquer comment la Réserve fédérale fait partie de cette tyrannie des entreprises et du capitalisme que nous considérons comme néfaste. Mais en même temps, quand Donald Trump arrive et attaque Liz Cook ou attaque Jerome Powell, il ne parle pas de ces enjeux plus larges qui sont en jeu. Il se concentre sur un aspect qu'il semble lui-même privilégier. Je veux dire, la baisse des taux, même s'il y a une situation inflationniste. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la Réserve fédérale. Mais au-delà de ça, on peut avoir un désaccord là-dessus. Mais cela ne devrait pas être aussi arbitraire que ce qu'en ont fait Donald Trump, Joe Biden ou Obama. Donc, si l'institutionnalisme américain doit se régénérer, je ne pense pas que l'arbitraire d'Obama ou de Joe Biden doivent être opposés à l'arbitraire de Donald Trump, car ils se préparent parfaitement le terrain les uns pour les autres. Tous les 4 ans, un parti arrive au pouvoir et justifie ce qu'il fait au nom de l'autre. Donc, ce dont je parle, c'est la mise en place de mécanismes transparents, de mécanismes indépendants, d'institutions qui sont relativement plus justes. Il faut être très prudent avec des choses comme la censure. Il faut être très prudent avec l'étiquetage institutionnel des individus. Mais dans la mesure où ça pourrait être nécessaire, étant donné que nous vivons à une époque de données à grande vitesse et à grand volume, nous avons probablement besoin de certaines limitations, mais qu'elles soient mises en œuvre par des institutions perçues par une grande partie de la population comme justes, raisonnablement parlant. Je veux dire, institutionnellement, elles ne sont peut-être pas complètement justes, mais les tribunaux en sont un parfait exemple. Beaucoup de gens peuvent penser que les tribunaux ne fonctionnent pas pour eux, qu'ils servent les riches. Néanmoins, ils ne considèrent généralement pas la justice comme partisane d'un côté ou de l'autre, même si la Cour suprême des États-Unis diffère selon les personnes nommées. Mais c'est de cela que je parle. Même lorsque des interventions sont nécessaires, il faut qu'elles soient indépendantes et plus justes. Yeah, well, in theory,
Oui, en théorie, nous sommes censés avoir des lois et aux États-Unis des protections constitutionnelles. Pourtant, ce que nous constatons, c'est que ces protections constitutionnelles sont fréquemment ignorées. Et vous savez, nous avons créé un système où nous entretenons l'illusion d'un système capitaliste libre, alors qu'en réalité, nous avons ce que j'appellerais une forme de socialisme ou de socialisme contrôlé par l'État. Il ne s'agit pas d'une économie de marché réellement les plus créatifs, les plus brillants, les plus innovants. Parfois, c'est un marché qui favorise ceux qui ont les meilleures relations, ceux qui ont gagné à la loterie génétique. Ils sont nés dans la bonne famille. Et cela n'a rien à voir avec le mérite personnel. Mais tout cela pourrait devenir sans importance, cependant, avec le chaos économique vers lequel les États-Unis se dirigent. Parce qu'on ne peut pas continuer à accumuler une dette massive. Ce n'est pas seulement que le déficit fédéral est quoi? De 37 000 milliards et continue d'augmenter. Quand on ajoute les dettes des entreprises et celles des familles et des particuliers, tout à coup on se retrouve avec une société complètement asservie par le remboursement des intérêts et à des taux d'intérêt exorbitants en plus. Donc vous savez, beaucoup de ce qui est présenté comme des informations ou de l'actualité et tous ces sujets qui préoccupent les gens, je pense que c'est du théâtre politique mis en place pour distraire ou pour garder les gens concentrés, comme un magicien qui attire l'attention sur l'objet brillant dans sa main gauche pendant qu'il fait autre chose de l'autre côté, sans que vous ne le remarquiez. Et vous savez, l'un de ces objets brillants, c'est toujours la guerre. Par exemple, en ce moment, Donald Trump essaie de provoquer une guerre avec le Venezuela. Jusqu'à présent, le dirigeant vénézuélien Maduro n'a pas mordu à l'hameçon, mais rien ne garantit que cela va continuer ainsi. Oui, permettez-moi simplement d'exprimer brièvement mon désaccord en disant que je ne partage pas votre définition du socialisme et du capitalisme, même si je suis tout à fait d'accord avec ce que vous décrivez comme étant la réalité. Je pense que vous et moi sommes d'accord pour dire que le système ne récompense pas le marché, dans le sens où nous pensons qu'il devrait le faire, c'est-à-dire qu'il devrait être basé sur le mérite. D'un autre côté, il est basé sur l'accès, les contacts, l'argent, etc., etc. J'ai également été frappé par le fait que vous mentionniez le crédit des ménages et le crédit des entreprises, car c'est un sujet que les gens de droite en général, et je ne dis pas nécessairement que vous êtes de droite, mais vous n'êtes certainement pas de gauche, n'abordent pas habituellement. Les personnes qui ne sont pas de gauche ne parlent généralement pas du crédit des ménages et du crédit des entreprises, car cela relève apparemment du secteur privé. Et si l'on examine attentivement la relation entre les deux, il existe un lien étroit. En fait, après 2008 et 2009, lorsque cette expansion folle du marché immobilier et du marché des pensions a brusquement pris fin, le déficit public a augmenté parce qu'il a fallu compenser la classe des créanciers pour la diminution de la dette des entreprises et de la dette des ménages. Il y a donc un ralentissement de la hausse de la dette des ménages. En fait, la dette des ménages a fortement diminué depuis 2009, passant d'un pic de 120% du PIB à environ 68 ou 69% du PIB aujourd'hui. La dette du secteur des entreprises a bien sûr augmenté, mais elle se situe autour de 50% du PIB. Ensemble, elles représentent environ 120%, ce qui est à peu près équivalent à la dette publique totale. Et cette augmentation de la dette publique a compensé la baisse de la dette des ménages, ce qui a effectivement protégé la classe des créanciers. Tout cela pour dire que je ne suis pas en désaccord avec vous sur l'analyse de la réalité, même si je peux ne pas être d'accord sur la façon dont nous définissons le capitalisme et le socialisme. Mais je ne pense pas que ce soit
oui. socialism, Sure. but I don't think that's, yeah. Eh bien, permettez-moi de vous poser une question personnelle. Avez-vous des prêts étudiants? I don't. I, Je ne suis pas d'accord. J'ai étudié toute ma vie dans l'enseignement public gratuit en Inde. all my life in India. Okay, well, and good on you. D'accord, et bravo à vous. When I went to college, Vous voyez, quand je suis allé à l'université, je suis allé à l'université du Missouri, donc une université publique. Ma scolarité annuelle, je crois que le maximum que j'ai payé, peut-être la dernière année, c'était environ $600 par semestre. Maintenant, on a des jeunes qui vont à l'université et qui payent 30 000, 40 000, 50 000 dollars. paying 30, 40, $50,000. 70 000 dollars dans la Ivy League. In Ivy League. Yeah. So they rack up these Oui. enormous debts. Et ils accumulent cette dette énorme. Donc ils finissent par être asservis d'une certaine manière. Et vous savez, c'est pour ça que le système, les cours que j'ai suivis en licence puis en master, j'ai un doctorat avec une spécialisation en économie internationale, mais c'était vraiment une sorte de lavage de cerveau. On vous présente un modèle qu'ils appellent une économie capitaliste, mais sans reconnaître l'ampleur de l'implication de l'État dans cette économie et dans ce système. Donc vous savez, la définition classique du capitalisme pur, c'est un marché libre, et tout le monde, seuls ceux qui sont les meilleurs, les plus brillants et qui fabriquent les meilleurs produits, ce sont eux qui profitent le plus parce qu'ils sont plus efficaces. Tout cela n'était qu'un fantasme, un conte de fées. Cela ne vous prépare pas à la réalité. Vous vous êtes entouré de ces structures d'entreprise et d'énormément de dettes, beaucoup de dettes. Et la dette est en quelque sorte une forme d'asservissement. C'est pourquoi je vous félicite d'avoir fait vos études et accompli ce que vous avez fait sans vous ruiner. What you have without putting yourself in the poorhouse. Agreed. Let's just end quickly because I D'accord, d'accord. Finissons rapidement, car je sais que vous avez été très généreux avec votre temps. Je voulais simplement avoir votre avis sur le bombardement des bâtiments où se trouvaient les négociateurs du Hamas, ce qui a conduit à l'assassinat de 5 membres du Hamas, pas des dirigeants, mais des membres, qui faisaient probablement partie de cette négociation, ainsi qu'un responsable qatari. Nous avons également vu un accord de défense mutuelle entre l'Arabie saoudite et le Pakistan, qui a émergé à la suite de ces événements. Et cela s'est produit avant que nous ayons ce sommet massif arabo-OIC-CCG qui a condamné, évidemment, ce qu'Israël fait en Palestine, mais aussi la violation flagrante de la souveraineté qatari, dans la mesure où ils ont une souveraineté. Je voulais simplement avoir votre réaction sur la façon dont vous percevez ces événements et ce que vous pensez être le signal envoyé aux États arabes, en particulier aux États du Golfe, qui pourrait tenir pour acquis la protection des Américains. Reconsidère-t-il la protection offerte par les Américains face à ces violations flagrantes de la souveraineté qatari? Well, I think the United States now has to be viewed Eh bien, je pense qu'il faut désormais considérer les États-Unis comme des membres d'une famille mafieuse qui rackettent les gens ou vendent de la protection. Ils entrent dans la boulangerie du coin et disent « Hey, il faut que tu t'inscrives ici pour l'assurance. » Et le boulanger répond « Oh, j'ai déjà une assurance. » Non, tu n'as pas notre assurance. Parce que si tu n'achètes pas notre assurance, ta boulangerie va brûler. D'accord. Voilà les États-Unis, où les Qataris ont stupidement, naïvement fait confiance aux États-Unis pour défendre leurs intérêts. Non, les États-Unis n'ont absolument pas les intérêts du Qatar à cœur, car ils sont totalement soumis à Israël. L'argent d'Israël dicte les règles aux États-Unis. Et c'est une combinaison de croyances religieuses et de corruption financière qui, selon moi, explique ce soutien indéfectible des États-Unis à Israël jusqu'à présent. Dans cette mesure, les États-Unis ont collaboré avec Israël pour organiser des assassinats. Vous savez, je pense que les États-Unis ont été directement impliqués dans l'assassinat de Hassan Nasrallah,
le chef du Hezbollah, parce qu'ils y ont été encouragés. Ils rencontraient ses principaux dirigeants pour discuter d'une proposition de cessez-le-feu. Ils avaient leur téléphone. Ils ont utilisé les téléphones pour le localiser. Ils connaissaient la date et l'heure auquel la réunion devait avoir lieu. Et la même chose s'est produite ici avec le Hamas. Ce qui a changé, c'est que, je ne sais pas si c'était la Turquie, j'ai entendu dire que c'était la Turquie, mais cela aurait aussi pu être l'Iran, la Russie ou la Chine, qui a averti la délégation du Hamas qu'elle était piégée pour être assassinée. Et ils sont sortis de la salle de conférence. Ils ont laissé leur téléphone derrière eux parce que les téléphones étaient apparemment utilisés pour localiser leur position afin que les missiles ou bombes de drone puissent frapper. C'était donc une duplicité totale de la part des États-Unis, et les États-Unis étaient directement impliqués. Cette attaque n'aurait pas pu avoir lieu sans l'implication des États-Unis à cause de la base aérienne d'Al-Udeid. Sur cette base se trouve ce qu'on appelle le Centre combiné des opérations aériennes, le CAOC, qui supervise tous les vols dans la région, y compris les vols en Iran, en Syrie, jusqu'à la frontière turque, en Jordanie et en Irak. Ils savaient donc absolument que cela allait se produire et que c'était en préparation. Je pense que Trump avait été informé que cela réussirait, qu'il tuerait la délégation du Hamas et que cela ouvrirait la voie à la poursuite des négociations et à l'acceptation des propositions israéliennes. Eh bien, l'attaque a échoué. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est au moins de galvaniser la communauté arabo-islamique pour qu'elle se réunisse à Doha plus tôt cette semaine. 54 pays, de tout le monde, du Yémen à l'Azerbaïdjan, de l'Indonésie, de la Malaisie, de la Turquie, de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Je veux dire, ils étaient tous là. Et ils ont en fait produit, je pense, une déclaration très complète et importante. Maintenant, aurait-il pu faire plus? Oh, absolument. Ils pourraient commencer par lancer un embargo total, tous ces pays appliquant un embargo complet contre Israël. Cela signifierait que la Turquie et l'Azerbaïdjan devraient cesser de fournir du pétrole à Israël. Donc, si Israël ne reçoit plus de pétrole de ces pays, il aura un problème à gérer. Mais ils ont effectivement mis sur la table la proposition d'expulser Israël des Nations Unies. Cela devrait être fait maintenant. Ils ne devraient pas attendre. Cela devrait être la norme. Le fait que même le roi Abdallah de Jordanie était présent à la réunion et que dans la déclaration finale, il ait reconnu son rôle de protecteur des lieux saints islamiques à Jérusalem, en particulier la mosquée Al-Aqsa, est significatif. Ceci était vraiment un signe de l'ampleur des dégâts causés par le soutien des États-Unis à cette attaque contre le Qatar, tant sur l'influence américaine dans la région que sur la possibilité de poser les bases d'un rapprochement entre ces pays. On a vu Poutine rencontrer le président iranien, puis Mohammed Ben Salman d'Arabie saoudite. Poutine et Al-Sisi d'Égypte se sont également rencontrés et ont annoncé qu'ils allaient rétablir des relations diplomatiques avec une présence diplomatique égyptienne à Téhéran et en retour une présence iranienne au Caire. Apparemment, ils avaient rompu leurs relations il y a 30 ou 34 ans. Ce que l'on constate, c'est que le soutien aveugle des États-Unis à Israël et le fait de permettre une conduite totalement illégale crée aujourd'hui une unité dans le monde arabe et islamique qui n'existait pas il y a un an. Nous allons en rester là, Larry. Merci pour cette conversation. Et je suis content que nous ayons pu échanger, en respectant l'idée que nous n'avons pas forcément à être d'accord sur tout et que nous pouvons en discuter plutôt que de tirer une balle dans le cou de quelqu'un. Oui, oui. Je veux dire, tu sais, l'importance d'avoir un dialogue et d'échanger des idées. Qui sait, je pourrais apprendre quelque chose de toi, même si tu es plus jeune.
D'accord. Merci de m'avoir visité. Je vous en suis reconnaissant. Merci encore, Larry. Passez une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir, mon ami. Nous te reverrons. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.